Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pédagogie version terrain où on met en avant les initiatives pédagogiques des écoles. Aujourd'hui, je reçois Pierre et Guillaume. Bonjour messieurs. Bonjour. Et je suis accompagné d'Abdallah, cofondateur d'Eduxim avec moi. Bonjour Salut tout le Abdallah. monde. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une école pas comme les autres, l'EPAL 62, où on apprend la mécanique. Merci messieurs d'avoir accepté de venir dans le podcast. Je propose que vous vous présentiez et puis que vous nous expliquiez votre parcours et ce qui vous a amené ici. Peut-être commencer par Pierre. Oui, donc Pierre Dussard, j'ai 34 ans. Moi, donc ingénieur de formation, plutôt sur tout ce qui est gestion de projet, entrepreneuriat. Et je suis depuis 2018 directeur de l'école de production automobile de Lens, donc on appelle EPAL ou encore Garage École. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce projet éducatif? Il y a on va dire un historique où j'ai toujours été assez engagé à travers notamment le scoutisme sur les thématiques de pédagogie et des 14-17 ans. À l'issue en fait d'un voyage d'un an autour du monde, j'ai re-questionné un petit peu mon engagement professionnel et il se trouve que pile à ce moment-là, la structure avait besoin d'un directeur pour reprendre le flambeau juste après le démarrage. Et j'y ai vu l'occasion de mêler mes compétences, mon attrait pour l'ESS et puis l'envie de basculer vers le milieu de la formation et de la pédagogie. Ok. Et toi Guillaume, de ton côté? Alors moi, Guillaume Eke, j'ai 31 ans. Je suis mécanicien de base, hein, en ayant fait un bac STI et un BTS AVA. J'étais prédestiné à devenir mécanicien. J'ai donc basculé vers de la compétition à l'âge de 21 ans. J'ai réussi à rentrer chez Porsche en tant que mécanicien donc de compétition. Je suis parti un petit peu dans la restauration automobile sur les anciennes Porsche. J'ai dû bifurquer vers l'expertise automobile. Et je me suis retrouvé un petit peu dans l'impasse à cause du Covid. Et j'avais toujours cette envie d'entreprendre, de transmettre mon savoir, de ce que je voulais transmettre. Et l'opportunité de l'école de production de Lens s'est ouverte à moi. Je me suis comment approché de cette structure et j'ai été notamment très bien accueilli. Je peux du coup maintenant redonner mon savoir des années précédentes. Une envie de transmission. Dans les Aux plus transmissions. jeunes. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous aimez le plus au quotidien dans le contact avec les jeunes? Qu'est-ce qu'on aime le plus? Eh ben, c'est voir dans leurs yeux la curiosité de savoir plus, envie de comment nous on partage notre passion, parce que mine de rien, des passionnés automobiles, il y en a plein, mais des personnes qui sont curieuses de mettre les mains dedans, et c'est extraordinaire de voir des fois des jeunes qui vont de l'avant alors que 3 semaines avant ils savaient pas démonter une roue, ils savaient pas faire une bougie, et de voir cette évolution, ça c'est ce qui me fait lever le matin, c'est voir les jeunes motivés dans l'atelier. Ok. Très clair. Donc du coup, vous avez parlé d'école garage. Comment ça fonctionne très concrètement? Un garage école, c'est en tout cas notre garage école qui s'appelle EPAL. Donc le E et le P, c'est pour école de production. C'est un modèle qui est pas nouveau, mais qui s'est fortement développé ces 10 dernières années, puisque il y a, il me semble, cette année désormais 70 écoles de production en France. Et donc ces écoles de production, elles ont une pédagogie en commun qui va être de mettre le jeune en situation réelle de production pour se former à un métier, à une formation professionnelle. Elles ont en commun, ces écoles, de former un public âgé de 15 à 18 ans sur une formation plutôt CAP ou bac pro, sur des métiers en tension, historiquement en grande partie dans l'industrie, mais également dans les métiers de l'automobile, les métiers de la restauration, les métiers du bois. Et donc nous, on est une de ces écoles qui a été créée en 2017. Et donc on parle de garage école puisque dans notre pédagogie, on a à la fois euh, un endroit où on apprend, mais cet endroit où on apprend, c'est aussi un endroit où on crée de la valeur et où on délivre, puisque tout est imbriqué. Ça veut dire que chez nous, les jeunes vont apprendre la mécanique en réparant des véhicules de clients. Et donc cette pédagogie-là des écoles de production, elle est reconnue depuis 2018 comme étant la troisième voie de formation professionnelle. Hein. On connaît tous les lycées professionnels, on connaît tous les CFA avec les formations par apprentissage. Et les écoles de production, c'est une alternative pour des jeunes qui ont besoin d'une autre approche
Voilà, approche, je pense, dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus en détail, mais qui propose vraiment un autre quotidien aux jeunes dans leur apprentissage du métier. Et donc, du coup, vous faites passer des diplômes de l'éducation nationale, ça, hein, c'est le CAP classique. Exactement. Donc nous, ils préparent un CAP maintenance des véhicules, option A, qui correspond à la maintenance des véhicules particuliers, hein, donc des véhicules, on va dire, lambda. Il y a 2 autres options pour les véhicules industriels et pour les 2 roues. Donc nous, c'est le CAP maintenance des véhicules. On va parler du métier de mécanicien, hein, et donc c'est effectivement un diplôme enregistré RNCP, et donc qui est passé pour nos élèves, qui est passé à l'issue des 2 ans en épreuve ponctuelle, donc sur un certain nombre d'épreuves où on vient vérifier leurs compétences. Les étudiants sont en lien direct avec les clients? Les étudiants sont en lien direct avec les clients, donc à deux niveaux. Déjà parce que nous, on a fait le choix de les impliquer dans la réception client, et ça, je pense que Guillaume pourra l'expliquer davantage. Et aussi parce que la nature du site, l'école est installée dans l'ancienne gendarmerie de Lens. On est sur un site, un atelier avec 5 grandes portes sectionnelles. Et donc, dès qu'il fait un petit peu beau comme aujourd'hui, les portes sont ouvertes, et donc les clients attendent. On est sur un lieu ouvert au public, donc il y a toujours un regard extérieur sur le travail des jeunes et sur les chantiers réalisés. Et vous proposez des prestations classiques de garage? Peut-être étayer un peu sur ce qu'on Ouais, propose. en gros, on propose de l'entretien aux grosses réparations. Sans doute, on va pas aller dans des choses spécifiques qui demandent des compétences, on va dire, avec des formations en plus. Mais on va aller du simple entretien, donc de l'entretien du filtre à huile et de la vidange, jusqu'à de l'embrayage et de la distribution. On se donne aussi le droit de faire quelques diagnostics électroniques sans trop pousser. Et les jeunes, ils s'adaptent assez facilement à toute cette diversité d'entretien, quoi. Mais ouais, c'est comme un garage classique, sauf que à la place des salariés, c'est nos jeunes, quoi. Il doit y avoir un défi du coup d'organiser la formation en fonction de l'arrivage des demandes clients. Le défi, oui, mais c'est surtout que ça s'imbrique assez bien, mine de rien, dans tout ça. On arrive aujourd'hui à piloter assez facilement notre charge de travail par rapport au nombre de jeunes qu'on a. Alors c'est sûr que le nombre de jeunes, des fois il y a des malades et le nombre de jeunes n'est jamais au beau fixe. Mais c'est assez simple de diriger une équipe de plus de 12 à 18 jeunes qui fluctuent dans l'atelier, quoi. Et quels sont les retours clients du coup du fait d'être au contact de jeunes apprentis? Les retours clients, c'est que ceux qui adhèrent totalement à la mission, ils en parlent autour d'eux. Et le bouche à oreille fait que les gens, j'ai entendu parler de votre école, c'est bien que ce soit les jeunes qui travaillent, et ça, ça nous fait super plaisir. Et le mieux encore, c'est quand on a des jeunes qui effectivement participent à la réception, qui entendent ça, puis après eux, ils vont le redire dans leur groupe, et là, ça fait naître en eux une confiance, une gratification. Moi, j'aime bien sur cette question-là, j'aime bien dire qu'on a 2 types de clients. On a les clients qui sont acquis à la cause, hein. On est juste à côté de Bollaert, donc stade de meeting du RC Lens, territoire de grande solidarité. Donc on a vraiment une clientèle qui adhère à ce qu'on fait, hein, sur la formation et l'emploi. Et donc tant mieux, on en est fiers. Et puis on a une autre catégorie de clients qui viennent pour la qualité de service et de prestation. Et tant mieux, on en est fiers aussi. Ça veut dire qu'ils viennent pas nécessairement parce que c'est des jeunes, mais pour on va dire l'autorité de compétence du garage. Donc on va dire, on tient à conserver ces 2 cibles-là, puisque on est un garage et une école, et donc on retrouve ça aussi dans notre clientèle. Donc si je résume, vous formez des étudiants à la mécanique, vous les faites passer un CAP, le tout dans des conditions réelles professionnelles, avec des cas clients très concrets, et l'objectif, comme dans tout garage, est la satisfaction client. Et du coup, les étudiants, quand ils arrivent, ils sont déjà conscients qu'ils sont dans une logique très professionnalisante et qui vont être adaptés du coup au monde du travail. Alors je dirais ils en ont conscience parce qu'on leur dit. Maintenant, pour compléter un petit peu la synthèse que tu as faite de ce qu'on réalise ici à l'EPAL. Avant tout, l'EPAL, c'est un projet
C'est un pro qui s'inscrit vraiment dans l'économie sociale et solidaire et qui vise à amener la formation à tous, au plus grand nombre. Donc c'est vraiment la naissance du projet. Et le choix de la mécanique auto, c'est fait parce que c'est cohérent sur le territoire, c'est attractif pour les jeunes et il y a des besoins de recrutement. Mais vraiment, il y a un gros rôle donc aussi dans le quotidien de l'école. On va retrouver beaucoup de temps d'accompagnement et ça fait partie des missions de ce que nous on appelle le maître professionnel, hein, qui n'est pas qu'un formateur, c'est un formateur qui apprend le métier. C'est aussi un manager parce qu'il gère la relation client, mais c'est aussi un manager au sens de l'accompagnement qu'il offre aux jeunes. Donc les jeunes, quand ils arrivent à l'EPAL, ils ont conscience de ce qu'on leur propose et de ce qu'on peut leur offrir avec les mots que je viens de réutiliser. Néanmoins, une grande partie de ces jeunes, donc parmi ces jeunes, on va retrouver des jeunes qui sont en situation de décrochage ou parfois de difficultés personnelles ou qui ont juste besoin d'une autre approche pédagogique. Bien souvent, ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Donc, on a beau leur dire qu'ils sont rentrés dans le milieu professionnel, il y a parfois un doute qui subsiste parce qu'on est aussi une école. Et donc, c'est souvent le retour de stage qui leur permet de dire « Ah oui, en fait, là où je me forme, c'est un vrai garage. J'ai les mêmes problématiques, j'ai le même matériel et je suis confronté aux mêmes difficultés. » Ok, très clair. On s'est rencontrés du coup au travers d'Eduxim et les premières discussions qu'on a eues, c'était autour de votre référentiel de compétences que vous aviez customisé pour justement coller plus aux réalités du métier. Qu'est-ce qui vous a décidé justement à faire cette démarche de customiser le référentiel? Tu te souviens, Guillaume, quand t'es arrivé, ce qu'on avait comme outil de suivi de compétences? Est-ce que tu veux en dire un mot? Ouais, l'outil de suivi de compétences, c'était un tableau avec des fiches en T, donc une étiquette sur un côté et puis des petites fiches en T qui disaient voilà, un tel a fait une fois une distribution, un tel a fait une fois du freinage. Aujourd'hui, pourquoi on est venu le customiser? Parce que la réalité du terrain, c'est qu'on va pas prendre une compétence pour aller jusqu'à, par exemple, une plaquette de frein ou une vidange. Aujourd'hui, le réel chemin que prend le mécanicien automobile, c'est on part de la réception, on part d'une commande qui est une personne qui veut changer ses plaquettes de frein ou qui veut faire une vidange, et après on vient chercher effectivement quelles compétences ça vient qualifier. Donc customiser, ouais, mais après comment dire, on l'a un peu modifié en restant dans les clous. Ce qu'explique Guillaume est vraiment tout à fait le déclencheur en fait, hein, c'est que dans les écoles de production, on dit dans notre réseau, c'est la commande client qui tire l'apprentissage. Donc ça, c'est notre réalité. Bien avant de se poser la question du suivi d'acquisition de compétences, dans notre projet pédagogique, ça a toujours été le client et la production sont au cœur, non pas de nos priorités, mais c'est le centre névralgique de la vie de l'école. Donc nous, aujourd'hui, une journée, ça démarre avec un brief. On est autour d'un tableau avec toute la production à réaliser, tous les chantiers à traiter, et on va venir distribuer les chantiers. Et donc notre enjeu, c'était comment, quand on démarre une journée à 8h30 et qu'on sait qu'il y a un entretien complet, une distribution, une préparation contrôle technique et d'autres chantiers qu'on va affecter à des jeunes, comment est-ce que ça, c'est le déclencheur de l'apprentissage et de la formation et comment on le suit? Parce que de fait, par opportunisme, c'était le déclencheur de l'apprentissage, c'est-à-dire que nous, on n'attend pas que le jeune sache faire pour lui donner du travail, on lui donne du travail à réaliser pour qu'il apprenne. Et donc, de fait, on était déjà dans cette logique on te confie un entretien et ça va te permettre de développer tes compétences, mais on n'avait pas de bons moyens de le suivre, de l'évaluer et de s'assurer que la totalité des jeunes ont rencontré toutes les situations sur lesquelles on veut développer leurs compétences. Donc, ça a été ça un petit peu le point de départ, de se dire comment, plutôt que de sortir d'une liste de compétences, on part de notre offre de service qui, en fait, sous-entendent des compétences qu'il y a dans l'atelier et qu'il va falloir aller chercher pour que le jeune, à l'issue des 2 ans, soit capable de traiter l'ensemble des prestations. On part toujours du terrain pour venir après sur le référentiel de compétences. Exactement. Et en ce sens, le référentiel officiel, qui est très complet et plutôt bien fait, nous permettait pas d'avoir cette logique-là.
donc il nous permettait de valider est-ce qu'on couvre bien tout le programme, mais il nous permettait pas d'être aussi réactif. Et donc on a choisi de partir de la prestation. Et par contre, derrière chaque prestation, on a mis des compétences qui sont bien en lien. Ça, c'est grâce à l'outil Eduxim avec le référentiel de l'éducation nationale. Ok. Et est-ce que vous avez intégré des soft skills, des savoir-être dans votre référentiel? Ouais, on a été obligé d'intégrer ça aussi parce que il y a certaines compétences qui sont obligatoires pour le bon mécanicien. Hein, je vais mettre ça avec des guillemets, mais le savoir-être, le savoir, enfin les 3 savoirs, ils sont hyper importants pour comment venir étayer un bon mécanicien aujourd'hui. Et ils sont d'autant plus fiers de ça parce on a aussi créé d'autres chartes dans l'atelier qui font partie effectivement des savoir-être et ils prennent vraiment à cœur ces savoirs-là. Hein. Effectivement, on a en fait de fait des soft skills qui sont quasiment dans le référentiel parce que il faut que le poste de travail reste bien organisé, il faut qu'on soit capable de reformuler la prestation qui a été réalisée auprès d'un client, donc sur des compétences assez génériques. Et à côté de ça, on a démarré depuis quelques mois le fait d'aller au-delà du référentiel métier et d'aller dans le référentiel vraiment de ce qu'on propose. Et ce qu'on propose, je le disais, l'enjeu social, nous, c'est pas juste obtenir un diplôme et se préparer à un métier. C'est aussi se préparer à ce qui est nécessaire pour une vie professionnelle et personnelle épanouie. Et donc, ça veut dire travailler en équipe, respecter des consignes, signaler un problème, communiquer efficacement. Et donc ça, on avait nous un petit acronyme qui reprenait nos valeurs, donc qui était le carré, courage, assiduité, respect, responsabilité, excellence, qu'on a décliné en fait en niveau de compétences dans Eduxim et qu'on commence là à amener en auto-évaluation, de sorte à ce que ces compétences, elles puissent être non pas l'objet d'une évaluation à part, ce qu'on fait parfois, les soft skills sont évalués à part, mais évalués par chacun des intervenants de l'équipe pédagogique tout au long des mises en situation. Ok. Et donc du coup, vous partagez le référentiel avec les étudiants. Vous parliez d'auto-évaluation. Du coup, faut qu'ils aient accès à ce référentiel. Comment vous leur présentez? Alors pour l'instant, il leur est partagé par l'accès qu'ils ont sur Eduxim et sur l'aspect auto-évaluation. Mais l'auto-évaluation, et c'est pour moi l'une des grandes richesses d'Eduxim, c'est qu'ils ne vont s'auto-évaluer que sur des situations. Et donc, plutôt que d'arriver avec une longue liste à l'après-vert avec plein d'items et finalement ils cochent pour dire d'avancer parce qu'ils doivent le faire, ils arrivent à s'auto-évaluer sur des petites choses. On a confié un entretien complet à un jeune, il l'a réalisé, il va s'auto-évaluer sur cette partie-là et donc comprendre l'attendu sur la formation. Mais tous ces petits bouts mis ensemble, finalement, vont couvrir le référentiel. Et vous avez vu une différence sur sur leur rapport à l'apprentissage avec cette auto-évaluation? Oui, alors surtout en deuxième année, quand ils commencent à comprendre qu'ils sont pas encore très très loin du CAP, ça on n'hésite pas à leur redire. Mais c'est surtout ils arrivent grâce au tableau de bord, ils arrivent à voir où est-ce qu'ils ont déjà été et où est-ce qu'ils n'ont pas encore été. Et ce qui permet du coup de piloter encore mieux, comme le disait Pierre, pendant la zone de brief, ça nous permet de voir d'arriver à mieux les diriger pour qu'ils aillent plus facilement faire leurs compétences, quoi. Ils deviennent. On avait identifié un des facteurs de décrochage en formation, parce qu'on est sujet aussi à de la rupture en cours de formation, notamment parce qu'on est sur un public parfois qui est dit décrocheur. On avait identifié que dans les origines de ce décrochage, il y avait le fait de pas se sentir progresser. Donc nous, de notre hauteur, tu demandais tout à l'heure, Gauthier, ce qui nous nourrissait dans le fait d'être avec les jeunes au quotidien. Moi, je dirais que c'est le lien justement avec la jeunesse de 2025 et où on a tendance parfois à se projeter sur notre passé, à se dire oui, mais moi quand j'avais leur âge. Et en fait, nous aujourd'hui, des jeunes qui font un CAP en 2 ans, c'est très très long pour eux. C'est une période qui leur semble hyper longue. Et donc ils ont besoin, un petit peu comme on retrouve dans le monde du travail, de voir qu'il y a une progression et que c'est pas juste un tunnel de 2 ans. Et donc Eduxim leur permet de se dire en fait, voilà, j'ai validé ce niveau-là et maintenant je m'attaque à ce niveau-là et je vois du coup ma progression en termes de capacité à prendre en charge les prestations clients. Donc ça, c'est un vrai plus. Et donc là où un jeune dit parfois par croyance je sais pas faire, j'ai jamais fait, j'y arriverai pas, et là on peut reprendre Eduxim en disant regarde,
quand tu dis que tu sais pas faire, voilà déjà tout ce qui a été validé. Donc ça, tu sais le faire. Maintenant, dans ce truc-là, c'est pas que tu sais pas faire, c'est qu'il manque tel ou tel critère. Donc on va aller travailler ce truc-là précisément. Mais ça veut pas dire que c'est l'atelier que tu sais pas faire. On vient rentrer plus précisément. Donc ça vient vraiment favoriser une mobilisation dans le long terme des jeunes dans leur implication dans la formation. Ok. T'avais une question, Abdallah, non? Oui, je voulais dire, est-ce qu'ils sont impliqués ou est-ce qu'ils sont plus porteurs de gens qui n'ont pas encore mis en œuvre? Mais du coup, tu as répondu un peu à la question, Pierre, déjà. Sur, par exemple, au brief du matin, est-ce qu'il y en a de vos étudiants qui disent ah bah tiens, moi j'ai pas travaillé sur ça, j'aimerais bien prendre le sujet. Comme je disais, ouais, c'est plutôt quand ils commencent à se responsabiliser un peu plus en deuxième année. Et ouais, ils sont assez demandeurs de ah bah moi j'ai jamais fait ça ou j'aimerais bien faire ça. Et justement, bon, il y en a aussi qui jouent un peu sur ce tableau-là. Et grâce à Eduxim, on arrive à voir un petit peu qui a fait quoi. Et et on peut lui dire, bah voilà, c'est vrai, t'en as jamais fait, ou bien là, au contraire, tu veux le faire parce que t'en as déjà fait trop. Mais ouais, bien sûr, on a aussi ces items-là. Hein. On a un outil qui est vraiment chouette, enfin un outil. On fait appel souvent à une pratique qui est vraiment efficace ici dans notre pédagogie. On a toujours des premières années, des deuxièmes années ensemble au brief. Quel que soit, nous l'atelier, il est ouvert 40 heures par semaine. Et on a toujours des premières années et des deuxièmes années ensemble. Et donc, on va pouvoir des fois mettre un première année qui sait pas faire avec un deuxième année qui sait faire. Et donc, ça nous permet de faciliter en fait l'apprentissage. Le deuxième année, il va vraiment ancrer ce qu'il a appris en l'expliquant. Et le première année, il est rassuré parce que des fois, il y a cette inquiétude de dire mais moi, je sais pas faire et vous voulez que je le fasse sur un véhicule client. Mais c'est pas nous qui le voulons, c'est a priori toi qui le souhaites si tu as rejoint l'aventure. Mais du coup, c'est sécurisant de se dire j'ai quelqu'un qui est là depuis un an et demi, qui sait faire et qui va m'accompagner et on va le faire ensemble. Donc ça, ce qu'on appelle la triangulation, ça marche très très bien dans notre pédagogie et c'est vrai qu'au brief, le matin, voilà, c'est très courant que le jeune dise bah moi, je veux bien faire la distribution de la fiesta, ça m'intéresse. Et est-ce que vous avez pensé, du coup, avec ce rapport première année, deuxième année, à mettre en place aussi de l'évaluation par les pairs? On pratique pas encore ça. Ouais, on essaie plutôt de s'accaparer déjà le premier outil de pilotage et après on essaiera. Mais c'est dans le futur. On aimerait vraiment le mettre en place presque en priorité sur les soft skills. On travaille beaucoup la dynamique d'équipe. D'ailleurs, nous, on parle pas de classe, hein, mais d'équipe ici. Et donc, on aimerait vraiment que ces capacités de communication, de leadership, de rigueur, etc., de fiabilité, ça soit aussi évalué par les pairs, parce que nous, on travaille avec eux, mais il y a un biais d'autorité qui fausse un peu quand même l'évaluation. Donc, avoir ce feedback par les autres jeunes, je pense que c'est hyper précieux pour nos jeunes, pour les apprenants, parce que c'est ce à quoi ils seront confrontés demain dans les garages dans lesquels ils vont travailler. Et une autre particularité que vous avez, c'est que vous êtes arrivé à mêler les matières générales comme les maths et la physique et leur trouver une application professionnelle. Comment vous avez fait? On a fait ça à tâtons, hein. On n'a pas fait ça. On n'a rien révolutionné. Je pense déjà que c'est quelque chose d'assez présent dans toutes les structures de formation professionnelle. Hein. Les lycées pro, les CFA le font aussi. Je dirais que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est une petite équipe. Hein. On est 8 salariés, donc et parmi ces 8 salariés, il y a 4 maîtres professionnels et 2 formateurs sur les enseignements généraux. Ça s'est beaucoup fait par opportunité, toujours avec cette même idéologie. C'est la commande client et la réalité de l'atelier qui constituent une opportunité d'apprentissage. Donc par ailleurs, on a quand même des cours parce qu'ils passent un CAP, donc il y a un niveau à aller chercher. Je précise aussi que nous, en école de production, les jeunes sont recrutés indépendamment de leur niveau scolaire. Ce qui fait que des fois, il y a un certain retard et donc il faut aussi des temps de cours. Néanmoins, cette proximité de l'équipe fait que très très vite, quand on va devoir aborder le calcul d'un volume, on va faire le parallèle avec la cylindrée. Quand on va devoir étudier les outils de mesure, on va prendre un pied à coulisses, on va aller en atelier, on va s'amuser à mesurer un petit peu tout ce qu'on veut. En physique, l'électricité, le multimètre a toute sa place, en se disant il n'y a pas d'un côté une matière qui est la maintenance des véhicules et de l'autre côté une matière qui est la physique. Ce sont juste deux épreuves différentes à l'examen qui viennent monopoliser parfois les mêmes compétences.
Donc ça s'est fait beaucoup par opportunité et par la capacité qu'on a d'avoir l'école, les formateurs, l'atelier, les clients, la production, tout au même endroit. Et comment se découpe du coup c'est quoi votre ratio cours atelier? On est sur du 2 jours et demi, enfin c'est 24 heures à la semaine. En fait, un emploi du temps, on va dire lambda chez nous, c'est un élève, il arrive le lundi à 8h30, donc du lundi matin jusqu'au mercredi midi, il est en atelier. Et après, il a pas une journée complète, mais quasiment une journée qui est dédiée aux enseignements littéraires et scientifiques. Et après, vient s'inclure aussi 2 heures de sport, 2 heures d'anglais. Et nous, en techno, on est sur du 2 à 3 heures de techno. Donc en salle, les maîtres pros ne sont pas que à l'atelier, ils sont aussi en salle. Donc en tant que formateur, et voilà une semaine type. Ce qu'on aime dire, c'est qu'ils sont les 2 tiers du temps en atelier, et c'est un peu le départ de leur motivation pour venir chez nous, parce que voilà, c'est aussi rallier un élève qui malgré tout avait plus trop envie de faire de cours. Mine de rien, il comprend l'importance, dans ce qu'on disait juste avant, de faire le parallèle entre le français, les maths, l'histoire, et souvent nous maîtres pro, on aime bien remettre ça en avant, parce qu'on dit ouais, mais si t'as pas le français, tu sais pas faire un OR. Si t'as pas les maths, tu comprends pas comment fonctionne un système de freinage. Si t'as pas l'histoire, ben je dis, y a pas de culture, tu peux pas connaître les choses. Et finalement, ça s'incorpore vachement bien dans cette formation, et ça les motive d'autant plus. Et du coup, il y a une réelle, avec ce mode de fonctionnement et ce parallèle que vous faites entre la pratique professionnelle et les matières générales, il y a un réel engagement des jeunes sur les matières générales qui était peut-être pas le cas avant parce qu'ils voyaient pas le lien et à quoi ça pouvait leur servir. Ça facilite, c'est clair. Vite, ils sont aussi remobilisés dans un projet de formation qui était pas forcément possible auparavant, parce qu'ils n'avaient pas forcément pu se former dans le métier qu'ils ont choisi, qui est la mécanique. Enfin, on a aussi la chance de favoriser des petits groupes, c'est-à-dire qu'en cours, nous, ils sont des groupes de 8 à 10 jeunes, avec des formateurs à qui on demande d'explorer aussi des modalités pédagogiques un petit peu différentes. Donc voilà, comme le disait Guillaume, quand on va travailler l'expression orale, on va pouvoir aller à la réception, s'entraîner à accueillir un client physiquement ou au téléphone. Et donc on va travailler le style, aussi le non-verbal. Donc c'est sûr que ça aide. Maintenant, il y a pas de formule magique, hein. Il y a aussi des jeunes qui arrivent chez nous et qui restent assez hermétiques et allergiques aux cours. Mais c'est vrai que ça aide. Et puis c'est un volume plus petit. Donc c'est ça, hein, c'est une 10-12 heures en fait d'enseignement théorique au total, sur lesquels on essaie au maximum de mettre du lien avec le métier et de travailler en mode projet. Et du coup, les profs de matière générale et les profs de matière professionnelle travaillent ensemble pour justement trouver ce lien. Effectivement, donc là, on a les formateurs sur les enseignements généraux sont sur un temps partiel, mais sont présents les mêmes 3 jours par semaine à l'EPAL, ce qui fait qu'on a 3 jours dans la semaine où toute l'équipe est présente. Et encore une fois, on est une petite équipe, donc il y a beaucoup de proximité. Et en plus de ça, chaque équipe de jeunes a dans la semaine un créneau de 2 heures d'accompagnement personnalisé, où interviennent conjointement les maîtres professionnels, les formateurs d'enseignement généraux, mais aussi notre référente de parcours, donc qui s'occupe de tout l'accompagnement socio-éducatif des jeunes, de leur recrutement à leur insertion. Donc ça permet de montrer aussi aux jeunes qu'il y a une grosse cohérence dans ce qu'on leur propose, et voilà, et qu'on n'est pas sur une formation à la carte. Et vous avez déjà eu des jeunes qui ont eu des déclics en se disant ah, si j'apprends ça, c'est pour aller pour après ensuite ça va me servir plus tard dans ma pratique professionnelle. C'est pas ce qui est proéminent, mais oui, il y a des cas où ils prennent conscience que d'accord, j'ai compris à quoi ça sert maintenant. Ils aiment bien avoir le concret directement, et quand on leur propose concrètement du véhicule client et directement de parler à un client, ils se disent ah ouais, là j'ai de l'importance, là j'ai de l'estime de moi, et il faut que j'avance. Mais ouais, on a déjà eu des cas où il y a eu des réelles remises en question. En fait, on a beaucoup de jeunes qui arrivent ici en se disant réussir, c'est avoir au-dessus de 10. C'est une croyance
Sauf qu'en fait, quand on est sur de la production, quand on est dans une entreprise, la réussite professionnelle, la satisfaction d'un client, elle se mesure pas dans le fait d'être au-dessus de 10. Hein. A priori, quand on va au restaurant, si le plat est très bon mais que l'entrée et le dessert sont infects, c'est pas une réussite. Et donc en fait, nous, on essaie de travailler sur le fait de déconstruire que être moyen, c'est pas satisfaisant. Alors pour des jeunes qui rencontrent des difficultés, c'est quelque chose qu'on va pas, bien sûr, pas juger, on va accompagner, mais en se disant la finalité, c'est pas d'être moyen. La finalité, c'est pour ça que dans carré, le E à la fin, c'est bien l'excellence chez nous. La finalité, c'est d'être à la hauteur. Et donc quand ils travaillent sur un véhicule, ils peuvent pas faire du boulot à 10 sur 20 parce qu'on est sur des véhicules clients qui repartent, qui vont circuler. Et donc il faut que tout soit OK. Donc on va les laisser des fois un petit peu mariner dans leur jus, chercher des informations et pour avoir 20 sur 20, ils vont être obligés de mobiliser des connaissances qui sont parfois, pas systématiquement, mais parfois, ce qu'ils ont vu en physique, ce qu'ils ont vu en français, ce qu'ils ont vu en mathématiques. Et donc le rôle du maître professionnel, c'est aussi de venir pas faire à la place, pas laisser complètement en autonomie, mais venir doser. Et ça, c'est vraiment individualisé. Et donc là-dessus, on a des jeunes qui n'ont pas forcément un déclic de se dire ah ça sert à ça, mais qui ont un déclic de se dire ah en fait ok je peux plus juste viser la moyenne parce que si je vise la moyenne, le véhicule il sort pas, le client ne règle pas la facture et finalement j'ai aucune raison d'être fier de ce que j'ai fourni comme travail. Donc on est plutôt sur ce changement de paradigme et dans le système de croyance. Ok, ouais, donc changer le système de croyance et instiller une vraie culture de l'excellence et de la satisfaction client. Ok, en parlant de satisfaction client justement, est-ce que vous prenez les retours clients dans vos feedbacks d'évaluation par exemple? J'essaie de répondre à ça. Comme on le disait juste avant, ils sont confrontés à faire des stages, à aller dans du milieu professionnel, on va dire le vrai milieu professionnel, à les entendre. Mais c'est surtout que voilà, ils sont confrontés directement. Comme nous, on a la réception et qu'on reçoit les clients, des fois pas contents, ce qui est logique. On leur fait ce feedback. De là à dire que ils le prennent en compte à 200%, je dirais pas oui, mais ils prennent en compte que voilà, il y a des choses à laquelle ils n'avaient pas pensé, il y a des choses à laquelle ils avaient jamais été confrontés. Et là, le fait d'avoir un retour client, enfin un ou des, ça arrive comme dans les garages, et ils comprennent l'importance de cette méthodologie, l'importance de cette excellence, comme on disait juste avant, et que c'est là que passe un élève des bancs des collèges, bancs de lycée, au milieu professionnel auquel on veut leur faire. Et du coup, pour cette partie évaluation, vous évaluez à travers des grilles d'évaluation avec des critères. Et comment est-ce que vous vous organisez concrètement pour évaluer les étudiants sur leur pratique? On a instauré une frise chronologique de suite progression sur les 2 ans, et on s'est mis pour objectif de voilà, je vais dire sur les 2 premiers mois, on va évaluer par rapport aux cours qu'on fait, par rapport à la demande qu'on a et par rapport aussi à l'année où ils sont. En première année, en deuxième année, ils n'ont pas la même difficulté. On s'instaure un nombre minimum d'évaluations. Ça peut être sous forme de TP, ça peut être sous forme que ça soit du véhicule pédagogique comme du véhicule client. Et à un moment donné, on est 4 maîtres professionnels dans l'atelier pour à peu près grand max 18 jeunes, ce qui fait qu'il y en a entre 1 et 2 maîtres pro qui sont détachés on va dire des chantiers en cours de la production, et on peut notamment se poser avec notre ordinateur et directement évaluer peut-être ne serait-ce qu'une ou 2 compétences, mais mis bout à bout et à la fin d'une période, on peut voir qu'on a réussi à évaluer les compétences qu'on avait besoin, et du coup on arrive à voir facilement l'évolution du jeune. Voilà une façon d'évaluer. Après, on met aussi en place des CAP blancs, c'est-à-dire qu'on va, si on le peut, et la saison qui s'y prête, c'est-à-dire bloquer une journée l'atelier pour pouvoir là vraiment se mettre dans le cas de un CAP blanc. Qu'est-ce que ça représente? Donc là, on les met concrètement sur le vif du sujet, et là, on leur propose des véhicules pédagogiques avec des sujets de CAP qu'on a créé, qu'on a un petit peu modifié, et de là on peut du coup créer sur Eduxing une évaluation avec toutes les compétences qui sont affiliées,
Et de là, on arrive à avoir une bonne évolution au niveau de tout ça. Vous avez suffisamment de demandes clients variées pour gérer tous les cas de toutes les activités que vous avez à évaluer? Disons que dans certaines compétences, on peut les retrouver dans les mêmes, enfin, diverses activités, et après on crée nous-mêmes les cas où il y a des choses qu'on va pas avoir souvent. Ça, on arrive à les créer grâce à nos véhicules pédagogiques et notre imagination, mine de rien. Mais non, on arrive facilement à balayer toutes les compétences qu'on a agrémentées dans l'ultime. Le but, enfin dans l'idéal, mais c'est vrai on se cherche encore dans le déploiement opérationnel de l'utilisation d'Eduxim. Dans l'idéal, ce serait que chaque maître professionnel s'engage sur un nombre de chantiers clients à évaluer chaque semaine, puisque on les connaît en fait les chantiers clients, on les a au brief, et donc qu'en fin de semaine, chacun puisse se dire je vais venir évaluer 2-3 chantiers clients, ce qui peut donc correspondre parfois à 2 jeunes par chantier. Donc ça, ce volume-là, sachant que les jeunes font à peu près 40 semaines par an de formation, ça génère un volume qui est suffisant pour couvrir une grande partie. Et ensuite, le pilotage dans le suivi sur Eduxim, il permet de dire mince, j'ai pas encore rencontré cette situation d'évaluation avec tel ou tel jeune, donc il va falloir que je l'amène soit dès qu'elle se présente prochainement par un chantier client, soit par un TP qu'on fait en interne. Ok, très clair. Et du coup, ce modèle qui est quand même radicalement différent des autres écoles, où vous mettez les étudiants vraiment en lien avec des clients, vous axez les savoirs théoriques en les mettant en application très concrètement. Est-ce que vous avez remarqué des changements sur les jeunes, des évolutions par rapport à un modèle peut-être plus classique qu'on verrait ailleurs? Nous, enfin Guillaume et moi, on connaît pas le modèle plus classique, donc c'est difficile de comparer. On est tous les deux pas issus du milieu de la formation. Moi, je peux donner quand même un retour qui est peut-être le plus frappant, c'est que il y a parfois des jeunes où dès le début ça marche, et donc on ne se rend même plus compte que c'est des jeunes qui étaient en difficulté avant d'arriver chez nous. Je pense à des jeunes qui vont être parmi les plus efficaces de leur équipe en production, mais aussi avec des très bons résultats en cours, alors qu'ils étaient en difficulté de formation, ou ils n'étaient même plus en formation parce qu'il y avait plus de rythme, il y avait plus d'assiduité. Donc ça, je dirais, c'est le plus marquant, parce que le dispositif correspondait tellement bien à ce jeune qu'il n'y a même pas eu de transformation, puisque dès le début, ça a permis de remobiliser. Après, on a une deuxième catégorie de jeunes où on voit que ça se fait vraiment petit à petit. Et puis 2 ans, c'est long, hein, donc des fois ça rechute, notamment sur les questions d'absentéisme ou d'attitude professionnelle. On a aussi un enjeu sur le comportement. Il n'y a pas que l'acquisition de compétences techniques. Et puis après, on voit on les voit pas grandir tant que ça, parce qu'on est avec eux 35 heures par semaine, mais au fil du temps, on les voit revenir 4-5 mois après leur diplôme, nous raconter ce qu'ils font dans le garage, avoir à cœur de revenir ici. Et c'est souvent là qu'on voit le chemin parcouru, parce que ils vont revenir nous voir, ils ont 18, 19, 20 ans, et que nous, à ce moment-là, on est occupé avec des jeunes de 15-16 ans, et de se dire, mais en fait, ce jeune-là qui vient nous rendre visite, il y a quelques années, il avait 16 ans et il était en première année, et donc on a fait quand même un sacré bout de chemin ensemble. Moi, si je peux apporter un peu ma vision des choses, parce que j'ai jamais fait de formation, mais j'ai été élève. Quand je vois le nombre de retours d'élèves, le nombre on va dire du premier jour où ils sont arrivés au dernier jour où ils sont partis, comme disait Pierre, l'évolution, la mentalité qui a changé, le fait de revenir revoir parce que effectivement ça leur tient à cœur. Et c'est pareil, il y a de la proximité. Moi, quand j'étais dans mes formations, j'ai rarement eu des personnes qui sont revenues des anciens élèves pour dire voilà, ça a changé ma vie, voilà. Moi je vois ça d'un très très bon œil, parce que même des étudiants que moi j'ai pas connus arrivent à me voir et me dire
faut continuer, c'est bien, nous on avait appris ça, nous on était comme ça. Et c'est même assez marrant parce que quand on a le retour du maître professionnel avec ce qu'il faisait à l'atelier, le jeune, et quand on voit le jeune en face de nous 3-4 ans après, on se dit mais c'est pas possible. Et c'est là où en fait on voit vraiment qu'il y a eu un réel écart et puis un réel upgrade, comme je dis, une évolution, quoi. Est-ce que vous avez des retours des familles aussi de ces jeunes? C'est plutôt Amélie chez nous donc qui est la référente de parcours qui est très très en lien avec les familles, pas que les familles, aussi les personnes qui interviennent dans le parcours éducatif du jeune. Faut savoir qu'on a 2 jeunes sur 3 qui sont déjà entourés de quelqu'un, soit pour des questions judiciaires, soit pour des questions sociales, soit pour des questions liées au handicap. Donc on est très en lien pendant la formation, pendant les 2 années. Dès le début, je dirais pendant plus de 2 ans, souvent pendant 3 ans, parce que au moment où on commence le recrutement, donc c'est là on a démarré pour la promo qui va nous rejoindre, la 9e promotion de l'EPAL, jusqu'à 6 mois après la sortie du diplôme. Donc on a beaucoup de liens avec les familles. Il y a des familles avec qui on en a moins. Il y a des hauts et des bas. Il y a des doutes, il y a du recadrage, mais c'est vrai que du coup on a un feedback assez courant qui est là je vois qu'il tient à ce qu'il fait. Et donc là où c'est un jeune qui a déjà eu des recadrages dans d'autres établissements ou d'autres centres de formation et il haussait les épaules et puis est rentré, il est allé dans sa chambre, là le retour qu'on a des parents, c'est je vois que ça c'est important ce qui vit chez vous en ce moment. Donc ça c'est précieux. Malheureusement, à l'issue de la formation, on n'a plus trop de raisons d'être en contact avec les familles et donc souvent ça s'étiole. Ça correspond aussi à l'arrivée à la majorité de la plupart de nos jeunes et donc on n'a plus la nécessité absolue de passer par le responsable légal. Donc on a un peu moins de recul sur le discours des parents à l'issue de la formation. Est-ce que durant la formation, tout à l'heure, tu as dit que vous les voyez assez peu changer, finalement, parce que vous êtes comme des parents qui voient leurs enfants tous les jours. Mais est-ce que vous avez souvenir d'une anecdote où vous avez vu un jeune, par exemple, vraiment se transformer durant ces 2 ans de formation? Taille. Ouais. Parce que des fois, quand ils arrivent à 15 ans et puis qu'ils ressortent de chez nous à 17, il y en a, ils prennent facile 10-15 centimètres. Donc il y a de ça et en fait c'est nous-mêmes dans l'équipe pédagogique, on se dit mais tu te souviens quand il est arrivé et maintenant. Et ouais, c'est là où on voit la réelle évolution du jeune. Ouais, je pense à un jeune en particulier, mais qui a été diplômé à l'arrivée de Guillaume, donc que tu as peut-être un petit peu moins connu toi, mais qui est un jeune qui est suite à un accident, donc avait un handicap, une lenteur de motricité et de diction, et qui était en surpoids et qui avait quand même fait le pari de venir à l'EPAL. Quand on a démarré, ça correspond moi à mon arrivée à l'EPAL, on n'était vraiment pas certain que ça fonctionne. Et en fait, sur les 2 années, donc c'est un jeune, la question au démarrage de sa formation était est-ce qu'il sera autonome pour venir dans l'établissement? Parce que c'est un jeune qui, depuis 2-3 ans, sortait plus de chez lui. Donc on se demandait est-ce qu'il faut faire appel aux navettes, etc. Et en fait, c'est un jeune qui très très vite s'y est retrouvé, qui a dû perdre une 50aine de kilos ici, et qui en fait de statut de peut-être d'apprenant avec un handicap et du coup sur lequel on aurait pu avoir peut-être un traitement différent à notre insu, c'est vraiment vraiment bien intégré et aujourd'hui c'est un jeune qui travaille dans un garage Renault et pour qui ça se passe très bien et qui a vraiment eu une transformation physique mais aussi sur la confiance en soi, sur l'ambition. Donc là c'était vraiment assez remarquable au sens propre du terme, mais sinon chaque année on a 1 ou 2 jeunes comme ça qu'on voit changer littéralement physiquement et dans l'attitude, quoi. Des jeunes qui faisaient des conneries et qui pour qui l'immersion en milieu professionnel va vraiment changer la donne et vont se ressaisir et saisir leur avenir en main. Et nous, c'est vraiment la finalité de l'école. Ok. Non, c'est hyper intéressant. On arrive vers la fin des sujets qu'on voulait traiter. Si on veut faire un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit.
Globalement, votre modèle est basé sur de l'immersion professionnelle et basé sur la relation client et puis l'excellence sur la production, la transparence dans l'évaluation et dans et dans justement les critères, le référentiel et la manière de faire, une forte solidarité sur justement l'accompagnement que vous faites avec vos jeunes, plus l'accompagnement qui est fait entre les promotions. C'est un modèle qui a quand même un fort impact sur vos étudiants. Je pense que c'est un beau modèle qui a l'air de bien marcher. C'est cool de mettre ça en avant. Ce modèle-là, il vous aide beaucoup à recruter, du coup, quand vous l'avancez, par exemple, sur des salons, j'imagine que les différentes façons de recruter que vous avez, surtout du bouche à oreille, j'imagine aussi. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles les jeunes choisissent de venir à l'EPAL. Je redis ici que souvent ce sont des jeunes qui n'ont pas, s'ils veulent se former à la mécanique, on n'est pas sur Parcoursup, donc ils font pas un choix non plus parmi 1 milliard de propositions. Ce qui attire les jeunes, c'est on ne recrute pas sur le passé scolaire, on recrute uniquement sur la motivation et le projet du jeune, et donc ça nous donne à nous écoles énormément de latitude sur les jeunes qu'on va intégrer ou non. Donc ça, c'est un vrai critère parce que ça veut dire qu'il y a des jeunes qui voudraient se former à la mécanique, qui ne trouvent pas de place et qui, en poussant la porte chez nous, sont reçus. Le deuxième critère, c'est la proportion de temps en atelier. 2/3 du temps, 20 à 24 heures par semaine, c'est juste énorme, c'est considérable. Et a priori, les jeunes qu'on accueille, le plus important pour eux, c'est l'atelier. Et puis la troisième raison, c'est travailler sur des véhicules clients, donc travailler sur de la vraie production. Ça remet beaucoup de sens. Ça positionne aussi les jeunes, non pas juste en situation d'apprentissage, mais en situation de création de valeur. Pour une jeunesse qui est parfois un peu abîmée, quand on leur donne des responsabilités, quand on mise sur leur autonomie et qu'on leur permet d'expérimenter la satisfaction de créer de la valeur, c'est un super gage pour l'emploi et pour leur avenir. Et donc oui, c'est un dispositif qui marche, qui attire et qui, pour ceux qui sont prêts à s'engager, à s'investir pendant 2 ans, fonctionne puisque l'essai est transformé avec un taux de réussite à l'examen qui est au-dessus de 90% et une insertion professionnelle qui est très très satisfaisante. Oui, aujourd'hui, c'est un marché assez tendu, le marché des mécaniciens, au niveau des embauches, des recherches. Il y a plus de demandes que de personnes disponibles. Oui, effectivement, c'est un métier qui est en tension. Alors, il y a beaucoup de candidats disponibles. Ce qu'on entend beaucoup, nous, alors une école de production, c'est toujours très en lien avec la filière. Et donc, nous, on a été très, très soutenus, y compris sur tout ce référentiel métier par le groupe Mobivia et plus particulièrement Norauto, mais aussi par d'autres acteurs de la filière. Et ce qu'on entend régulièrement, même à l'issue des stages, c'est nous, la performance du geste métier, l'acquisition de compétences techniques supplémentaires, on saura le faire. On saura le faire. Ce qu'on ne sait pas faire, ou en tout cas ce qu'on n'a pas vocation à faire en tant que garage, que centre auto, que concession, c'est d'apprendre à un jeune à prendre des initiatives, à écouter les consignes, à être là à l'heure, à faire du lien avec son équipe. Et donc, on place ici à l'EPAL au même niveau les compétences techniques qui sont évaluées à l'examen et qui sont nécessaires pour leur avenir, et tout le reste qui n'est pas évalué à l'examen, mais qui est hyper important. Et donc, tout est mélangé, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas la formation de la production et on ne sépare pas les compétences techniques des compétences transverses. Tout est imbriqué avec une seule et même équipe dans un seul et même établissement sur une durée de 2 ans. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est qu'on a des jeunes, du coup, on a régulièrement ce retour-là en stage de chef d'atelier qui dit j'ai apprécié, c'est que votre stagiaire hier après-midi il avait plus rien à faire et il a pris le balai, il a passé un coup de balai, il a nettoyé son poste. Et ça, c'est des réflexes. C'est des réflexes parce que ici ils sont impliqués dans l'atelier, dans la réception client, dans tout le suivi qualité, voilà. Donc on va essayer de beaucoup cultiver ça, et c'est les deux piliers de la formation.
c'est apprendre un métier, avoir un socle technique assez fort, mais aussi apprendre à évoluer dans un milieu professionnel qui est assez exigeant et qui est pas toujours très très net, enfin qui est parfois très flou dans ses attentes pour les jeunes de 15 à 18 ans. Ok, très clair. Très bien. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin ou un petit message à ceux qui hésitent d'aller dans des filières professionnelles, par exemple? Je pense que ouais, faut pas hésiter à venir voir pour le coup ce qui se passe aux alentours et être curieux. Le monde va avoir besoin de personnes qualifiées qui savent utiliser leurs mains et leur tête de façon coordonnée. On voit depuis 2 ans l'explosion et les apports de l'intelligence artificielle dans à peu près toutes les filières, tous les métiers. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence artificielle, elle sait bien utiliser sa tête, elle sait pas encore utiliser ses mains pour faire une vidange. Elle le saura peut-être un jour. J'ai entendu qu'il y avait des robots humanoïdes qui allaient courir un semi-marathon en Chine, je crois. On n'y est pas, on n'y est pas. Et donc je pense que miser sur une formation, une filière professionnelle, c'est vraiment un avenir. Et c'est pour beaucoup de jeunes aussi une première étape franchie. Ok, maintenant je sais faire ce métier-là concrètement, ça me plaît. J'ai peut-être envie d'aller plus loin. Peut-être que dans 10 ans je ferai autre chose. On a beaucoup de jeunes qui me disent, je suis pas sûr d'avoir envie de faire de la mécanique auto toute ma vie. On leur dit, c'est pas grave, t'en feras sûrement pas toute ta vie et les voitures de toute façon seront plus les mêmes. Mais si tu as envie d'en faire pour les 5 prochaines années, bah, ça vaut le coup de passer ton CAP pendant 2 ans ici. Voilà, je pense qu'on peut dire sur ce sujet-là. Ok, très bien. Eh ben, merci à vous deux pour cet échange qui était très riche. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la pédagogie en mode terrain. N'hésitez pas à lâcher un petit like sur la vidéo, ça nous aide à nous faire connaître. Merci et à bientôt. Au revoir à Merci vous tout le trois. monde.